Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse qui bouscule pas mal d'idées reçues. Elle est tirée d'un livre au titre, disons-le, assez provocateur. Démocratie, le Dieu qui a échoué. L'ouvrage propose en fait une réévaluation radicale de nos idées sur le gouvernement. Alors, allons-y, décortiquons ensemble son argument central. On entre directement dans le vif du sujet. Le livre pose d'emblée une question qui va à l'encontre de tout ce qu'on tient pour acquis. Et si la monarchie, comme forme de gouvernement, avait finalement des avantages structurels par rapport à la démocratie? C'est une idée audacieuse, c'est certain, mais elle est là pour nous faire réfléchir. Pour bien comprendre cette thèse, il faut d'abord maîtriser un concept économique qui est au cœur de tout. L'auteur soutient que son argumentation repose entièrement sur cette théorie de la préférence temporelle. C'est, selon lui, la clé pour analyser le progrès ou le déclin d'une civilisation. Alors, la préférence temporelle, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est simplement notre tendance à préférer une satisfaction immédiate plutôt qu'une satisfaction future. Selon le livre, une faible préférence temporelle, ça pousse à épargner et à investir. À l'inverse, une préférence temporelle élevée, ça pousse à consommer tout de suite. Et c'est ça qui serait le moteur ou au contraire le frein de tout développement. Concrètement, ça nous donne deux chemins complètement opposés. D'un côté, une faible préférence temporelle, c'est une vision à long terme, on épargne, on investit, on construit, c'est ce que l'auteur appelle le processus de civilisation. Et de l'autre côté, une préférence temporelle élevée, ça nous ancre dans le présent, on consomme sans penser au lendemain, ce qui mène à l'épuisement des ressources et à la stagnation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce que ce concept s'applique au gouvernement? L'auteur nous propose une analogie assez frappante. Le monarque serait comme le propriétaire privé d'un grand domaine, alors que le dirigeant démocratique, lui, ne serait qu'un gérant temporaire. Forcément, cette différence de statut crée des motivations totalement opposées. Le monarque, en tant que propriétaire, il a tout intérêt à préserver et même à faire grandir la valeur de son bien sur le long terme. Mais le dirigeant démocratique, lui, c'est juste un gérant de passage. Son intérêt, c'est d'extraire un maximum de revenus pendant son mandat, même si ça veut dire laisser le pays en moins bon état pour le suivant. Le lien avec la préférence temporelle devient alors évident. Le monarque, qui pense à sa dynastie, aurait une faible préférence temporelle. Il planifie pour ses enfants, ses petits-enfants. Le dirigeant démocratique, lui, a les yeux rivés sur une seule chose, la prochaine élection. Sa préférence temporelle est donc par nature très élevée. Cette citation, elle résume parfaitement la mentalité du monarque tel que le livre l'a décrit. Il se voit comme le gardien d'un patrimoine familial. Son but, c'est de le transmettre et si possible de l'agrandir pour la génération suivante. La vision est vraiment dynastique, patrimoniale. Ces deux logiques auraient des conséquences très concrètes. Selon l'auteur, la monarchie mènerait à des impôts plus modérés, pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, à une dette contenue, parce qu'elle est personnelle au roi, et à des guerres plutôt limitées. La démocratie, au contraire, encouragerait des impôts très lourds pour financer les promesses électorales, une dette publique gigantesque et des guerres idéologiques totales. Mais attention, cet argumentaire ne reste pas purement théorique. Le livre présente toute une série de données historiques pour essayer de prouver son point, en se concentrant sur le grand basculement qui a eu lieu au XXe siècle. Le point de rupture, le moment où tout change, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Cet événement a littéralement balayé les grandes monarchies d'Europe et a ouvert la voie, presque partout sur le continent, à ce qu'on appelle l'ère démocratique républicaine. Et ce changement, il se verrait directement dans les chiffres de la fiscalité. La part des richesses prélevées par l'État, qui tournait autour de 5 à 8% à l'époque des rois, aurait explosé après 1918 pour atteindre aujourd'hui près de 50% dans de nombreux pays. C'est un bond spectaculaire. On observerait le même phénomène pour la taille de l'État lui-même. L'emploi public, qui représentait moins de 3% de la main-d'œuvre, aurait été multiplié par 5 au cours du XXe siècle. Pour l'auteur, c'est la preuve de l'expansionnisme naturel du modèle démocratique. L'analyse va même jusqu'à la monnaie. Le livre soutient que l'abandon de l'étalon or a été très pratique pour les gouvernements démocratiques. Ça leur a permis de financer beaucoup plus facilement leurs dépenses par la dette et l'inflation. Et ça, c'est encore un reflet d'une préférence temporelle sociétale de plus en plus élevée. Bon, face à ce diagnostic plutôt sombre, quelle serait la solution? Eh bien, le livre ne prône pas un simple retour à la monarchie. Non, il propose une voie jugée plus radicale, mais aussi plus cohérente avec toute l'analyse. Le mot-clé ici, c'est la décentralisation, mais poussée à son extrême. L'auteur propose de renverser la tendance à la centralisation en défendant un droit illimité à la sécession. L'idée, c'est qu'un monde fragmenté en des milliers de toutes petites entités politiques serait plus pacifique et plus prospère. Pourquoi? Parce que ces petites entités seraient trop faibles pour se faire la guerre et seraient donc forcées de coopérer et de commercer pour survivre. Cette citation, elle est de l'économiste Ludwig von Mises, et elle est mise en avant dans le livre pour bien résumer cette idée d'autodétermination comme solution ultime. Le respect de la volonté de se séparer est présenté ici comme la clé pour la paix et la stabilité.
Finalement, toute cette analyse nous pousse à nous interroger sur la nature et l'évolution de nos systèmes politiques. Qu'on soit d'accord ou pas avec les conclusions, ça force à reconsidérer des idées qu'on pensait peut-être immuables. L'avenir de la gouvernance reste donc une question totalement ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.